Merci beaucoup à vous, Franck, pour le commentaire de ce matin. Ulrich, bonjour. Bonjour, Tanguy. William et Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bonjour. Talon est libre désormais de nommer, en tout cas, un collège de ministres conseillers. Certains étaient allés se plaindre aux 7 sages de la Cour constitutionnelle, puisque l'objectif visé était d'aller puiser, notamment au niveau des cadres des partis politiques soutenant uniquement les actions du chef de l'État. Et c'était parti sur le fait que c'était quand même un peu partial, le riche. La décision de la Cour, vous a-t-elle surpris ou pas? Du tout pas, du tout pas. Vous savez, il n'y a que des constitutionnalistes, en tout cas, qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle, et ils sont libres. Pas tous, on sait qu'il y a des personnes d'une autre trempe, mais quand même, ensemble, ils travaillent en synergie d'action. Donc, et on le sait, la décision de la Cour est sans recours. Donc, les 7 sages ont tranché. Les 7 sages ont tranché. Et nous leur prêtons foi. Nous sommes obligés de leur prêter foi puisque la décision est sans recours. Mais moi, je ne m'attendais pas à une autre décision parce que je me disais déjà que la voie était toute tracée. Et nous avons vu également quelques explications données de part et d'autre pour pouvoir justifier cette nomination. Donc, d'une certaine manière, on sait déjà que la décision de la Cour allait être positive en faveur du président de la République. Donc, aujourd'hui, la Cour a tranché. Une fois que la Cour a tranché, le regard est tourné vers le président de la République pour nommer justement ses ministres conseillers. William. Non, vous savez, c'est une évidence que dans le dispositif législatif de notre pays, on n'a pas à dire au chef de l'État, notamment dans les fonctions qui sont les siennes, ce qu'il a à faire dans le choix de désignation des cadres autour de lui. Mais ce qui est étonnant... Que d'officialiser, d'institutionnaliser. Dans un décret, dans un règlement de la République. Au moment où nous avons des dispositions régionales, vous savez, à une certaine époque, ceux qui ont été déboutés, les jeunes juristes ou, je ne sais pas, les démocrates qui, entre-temps, se sont désistés aussi par rapport au recours. Bref, les partis déboutés à ce recours, à une certaine époque, auraient déjà commencé une action au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que, vous savez, il faut lire entre les lignes de certaines dispositions régionales qui existent, qui nous encadrent. Je parle en tant que gros profane de la science juridique, ignorant de premier plan de ce que c'est que le droit et des droits subjectifs attribués aux populations, à des citoyens d'un pays, mais de ce regard de Béninois lambda, de ce regard de Béninois qui n'est pas du tout initié aux règles de la République. Je sais tout au moins que le Bénin est parti à certains instruments régionaux et internationaux sur les droits civils et politiques des personnes. Jamais aucun président n'a été chercher son bourreau comme ministre. Jamais un proche collaborateur d'un chef d'État, le chef d'État ne peut vouloir avoir à ses côtés un filou, un traître, quelqu'un qui mettrait à l'eau son appareil. Ça, c'est une évidence. Et même dans les plus grandes démocraties, dans la Ve République, les 2 fois que la France a eu la cohabitation, ils ont travaillé à ramener les élections législatives dans la même année que la présidentielle et quelques mois juste après pour que le peuple ne désavoue pas un chef d'État qui vient de prendre le pouvoir au risque d'avoir un Premier ministre qui serait de l'opposition. Et actuellement, c'est le scénario qui craigne pour les législatives anticipées. Vous voyez la campagne qui est faite. On met tous les moyens pour que le Rassemblement national ne prenne pas le lead, n'ait pas la majorité absolue ou du moins n'ait pas un score qui caracole au point d'être le leader d'une certaine coalition qui viendrait et qui contraindrait Emmanuel Macron à une cohabitation. Et ça, c'est dans une grande démocratie. C'est pour dire que nulle part au monde, un chef d'État, c'est parce qu'il y a eu le scénario avec Mitterrand. Le président de la République dit une chose, de soi, son Premier ministre dit autre chose. Cela voudra dire que partout au monde, on travaille à avoir, le chef de l'État travaille à avoir de proches collaborateurs autour de lui. Mais cela n'a amené personne à prendre un décret officiel, un règlement de la République. C'est tout ce qui est gênant. Et justement, quand la Cour dit ça, c'est ce que la Cour dit aujourd'hui. Peut-être que dans le temps, la Cour reviendra sur cette décision, ou peut-être la réflexion au niveau des chapelles de droit amènerait à davantage penser cette situation, parce que dire de go qu'il faut être partisan pour être promu à une fonction spécifique de la République, qu'on le veuille ou non, il y a des bribes d'une certaine inégalité. Eric, si vous voulez être ministre conseiller, vous devrez adhérer à Union Progressiste ou bien BR ou
bien, je ne sais pas s'il y a encore d'autres partis. Moël Bénin. Tout ce que vous voulez. Renaissance nationale. Même si c'est hausse principale, mais je ne sais pas trop, oui. C'est vrai que la décision de la Cour est tombée, mais cela ne nous enlève pas cette confusion, justement, dans notre esprit. Vous savez, sur le sujet, quand la décision était prise par décret par le chef de l'État, je trouvais que on connaît dans une démocratie comme la nôtre la fonction qui est dévolue aux partis politiques. En tout cas, c'est tout, sauf mettre à disposition d'un chef d'État des cadres techniques, n'est-ce pas, dans l'objectif de l'aider dans la gestion du pays. Les partis politiques sont mouvements de personnes qui s'organisent, qui animent la vie politique et qui vont à la recherche, n'est-ce pas, du pouvoir. Et donc, je pense que c'est ce qui est un peu gênant dans cette compréhension, dans cette décision de la Cour, que des citoyens qui peut-être ont pris le temps de leur carrière à l'université, de se faire expert dans un domaine, de se faire technicien dans un domaine, et qui, à la limite, ont peut-être refusé d'être partisans dans une formation politique pour garder leur nature de scientifique, de chercheur, de technicien dans un domaine, qu'on les demande aujourd'hui d'être forcément membres d'un parti politique pour accéder à un poste au sommet de l'État. Cela peut amener, n'est-ce pas, nos cadres qui, visiblement, n'ont peut-être pas envie de faire de la politique, à se poser des questions. Finalement, bon, qu'est-ce qu'on attend finalement de moi, voyez-vous? Et donc, c'est là se trouve véritablement le problème. Et je pense que pour nos concitoyens qui ont saisi la Cour, ils ont parlé de rupture d'égalité, de discrimination, n'est-ce pas, entre citoyens qui peut-être voudraient quand même aussi, dans une certaine mesure, en tenant compte de leur profil de technicien, de cadre, voudraient aussi être parmi les ministres conseillers à partir de l'instant où c'est un poste d'État public, n'est-ce pas? Après, nous savons que dans les démocraties comme la nôtre, tout le pouvoir qu'on accorde à un chef d'État, voilà, il est maître des cieux et de la terre. Il peut à la limite choisir qui il veut, n'est-ce pas, pour sa gouvernance. Il peut décider du jour au lendemain que le gamin qui est peut-être à peine âgé soit peut-être quelque chose dans la République. On ne lui en voudra pas. Mais aller jusqu'à, comment on dit, créer un cadre juridique et puis dans un test, cela peut soulever des interrogations. Franck? Oui. Moi, je pense que dans l'un ou l'autre cas, si Patrice Talon ne prenait pas ce décret, ou si on n'allait pas devant la Cour et tout, rien ne prouve que si Patrice Talon veut nommer des ministres, qu'il irait les nommer dans les cadres à l'université. Ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement, en dehors des hauts fonctionnaires de l'État, où on sait que, par exemple, pour être préfet, il faut avoir fait peut-être un niveau de l'administration. Enfin, la formation, elle est déjà connue. Pour être, il faut un diplomate, un ambassadeur, ainsi de suite, il y a des profils types qui sont déjà tracés. Pour un ministre, on a vu un vétérinaire qui est devenu ministre de la Sécurité. On a vu quelqu'un d'autre d'une formation qui est devenu... Il est allé même à la Sénat. Voilà. Et donc, rien, même si on ne prenait pas... Il a même dit que lui n'est pas chargé de... Oui, à un moment donné... Il a même été ministre de l'énergie. Oui, il n'est pas chargé de ressources humaines et que les questions qui sont à ça, lui s'est élevé seulement les bœufs. Vous allez poser des questions. Moi, dans certaines confidences qu'on m'a faites, on m'a dit, pour nommer un ministre, par exemple, le chef de l'État aurait pris, je n'ai pas vérifié, puisque j'en ai pas discuté avec Patrice Talon, aurait pris à témoin certains proches du monsieur pour dire, je veux le nommer, mais c'est vous qui êtes, en tout cas, c'est vous qui allez répondre si, éventuellement. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est une façon politique de gérer un peu les choses au sommet de l'État. Parce que vous voulez le nommer et vous voulez qu'il travaille et qu'il soit en griffe un peu fidèle et tout ça là. Vous prenez des garde-fous. Donc si on ne prenait pas ce décret, je pense que Patrice Talon peut bel et bien nommer des ministres conseillers dans le rang des politiques et rien que dans le rang des partis politiques qui soutiennent ces actions. Et à mon avis, lorsqu'il prend le décret, c'est pour éviter un peu l'amalgame. C'est-à-dire que nous avons déjà des ministres. Et cette terminologie, on n'y est pas habitué. Donc, c'est pour clarifier davantage le concept de conseiller, ministre conseiller. Mais est-ce qu'on a besoin de dire qu'il doit provenir des partis politiques? On n'a pas besoin. Si on veut clarifier, on clarifie. On fait recours à Larousse ou bien, je ne sais pas moi, à nos dictionnaires. Et puis, bon, voilà, tout le monde comprend tranquillement. Nous sommes en politique. Et William l'a si bien dit.
aucun chef de l'État n'ira nommer un opposant, par exemple, pour dire viens, on va gérer, à moins que ce soit sur des accords purement politiques. Donc, pour éviter, à mon avis, et surtout pour définir les attributions et les missions de ces ministres conseillers, je pense que le décret était à mon avis, important. On est d'accord, je reviens toujours sur le principe d'équilibre. Quand nous prenons les membres du gouvernement, mais les partis politiques, on les a quand même bien contentés dans une large mesure. Excepté la ministre de l'Enseignement supérieur, que je ne vois pas trop sur le champ politique. Excepté le ministre... Le cadre de vie aussi. Ils sont nombreux, hein. Aurélie Adam sous les ouvriers. Benoît Elle est BR. Elle est devenue BR quand même. Qui n'était pas politique de souche. Oui, non, mais pas de souche. Ils sont très nombreux à ne pas avoir casquette politique. Aujourd'hui, le fait est que si on doit catégoriser les membres du gouvernement, vous en avez une majorité, n'est-ce pas, qui appartiennent déjà à des formations politiques. Qu'on en rajoute encore en tant que ministre et conseiller, bon, moi je dis que... Mais la gestion de la cité est dévolue à des acteurs politiques. Ça c'est clair, non, Éric? Mais pas seulement que la politique. Mais vous faites quoi de nos experts? Vous faites quoi de nos techniciens qui sont là matin, midi, soir à travailler, à produire des réflexions? Non, mais dans le ministère, Eric, ne me dites pas que c'est le ministre qui se tape tout le lot du travail. Non, je parle du statut. Il y a les cas techniques qui entourent le ministre et qui font le travail. Lui joue un rôle de coordination. Même s'il est aviateur, je ne sais quoi, s'il est un maçon en griffe qu'on prend ministre, c'est qu'il a des cadres qui sont à des directions centrales. Il y a des cadres techniques qui sont là et qui font le travail. Lui, il a un œil et il s'assure de ce que tout ce qui est fait au niveau du ministère est en corrélation, en adéquation avec la politique générale du gouvernement. Mais il a fini par être membre d'une formation politique. Je pars de la précision de ce décret qui demande à ce que, pour être ministre conseiller, il faut avoir été proposé par une formation politique. Ça veut dire que si Patrice Talon doit choisir 10 ministres conseillers, les 10 ministres conseillers, n'est-ce pas, sont d'office membres d'une formation politique. Cela en rajoute à l'effectif des membres du gouvernement qui sont déjà aussi des acteurs politiques de ces formations politiques de la mouvance et non de l'opposition. Vous en avez qui sont UPR, vous en avez qui sont BR, 4, 3, déjà. Donc je me dis, finalement, on accorde tout, finalement, aux partis politiques. Et c'est là, je pense que les citoyens qui ont saisi la Cour voudraient attirer l'attention de la Cour à faire la part des choses. Si tant est que on veut vraiment faire la promotion des cadres nouveaux des formations politiques, on n'aurait pas besoin de prendre décret. Écoutez, si demain Patrice Talon nomme tel cadre d'une formation politique à un poste, le problème ne se poserait pas. Il est libre de nommer qui il veut, que ce soit du camp de l'opposition de la mouvance. Mais qu'est-ce que ça peut apporter à son équipe actuellement de façon efficace dans la mise en œuvre justement de son PAG aujourd'hui? On a vu des ministres qui sont quand même restés longtemps au poste. Il y en a qui sont restés là depuis 2016, ma foi, qui sont inamovibles, avec des résultats qu'on connaît. En tout cas, s'ils sont là, c'est parce qu'ils répondent en tout cas aux aspirations, aux attentes de Patrice Talon. Donc, ils sont efficaces et donc très efficaces. Alors, s'ils sont efficaces et très efficaces, pourquoi est-ce qu'on veut encore leur adjoindre des conseillers ministres, des ministres conseillers ou des conseillers, je ne sais pas trop quoi, comment est-ce qu'on a fait la formule? J'irai plus loin. Vous avez entendu le chef de l'État dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ça veut dire que cette équipe, a priori, ou selon le chef de l'État, est une équipe qui fait tellement bien son travail. Moi, je ne vois pas le schéma comme une manière d'améliorer la gestion. Il faut regarder un peu la période dans laquelle cette nomination intervient. C'est une nomination qui intervient à moins de 2 ans de la fin du mandat. Et quand on regarde la manière dont c'est consolidé, on se dit qu'il y a une teinte mélangée de remerciements et aussi de mainmise sur les partis acquis à la cause du président de la République. Même le remerciement, pourquoi? Il y a beaucoup qui sont là, qui ont travaillé, peut-être depuis la première heure, pour l'avènement du régime de la rupture, sinon précisément de l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir, et qui pendant longtemps se sentent un peu frustrés et qui se disent, nous sommes là, nous l'avons accompagné, nous avons travaillé dans les coulisses, nous avons fait beaucoup de choses, mais jusque-là, nous n'avons pas reçu notre teinte de remerciement. Donc, il y a une manière de dire, je veux vous contenter, mais qui? Parce qu'ils sont nombreux. Et c'est de là que vient maintenant la deuxième teinte qui est celle de la mainmise sur les partis politiques. Parce que nous allons vers des échéances politiques et des échéances électorales et des élections de grands enjeux. Et tel que nous voyons la situation, il faut pouvoir garder, parce que vous l'avez vu par le passé, tout régime en fin de mandat ou qui a priori ne doit plus, ou tout président qui ne doit plus postuler à un autre
mandat, souvent perd la consolidation de son parti politique. Il perd souvent la force ou la mainmise sur ses partis politiques, sur ses militants ou sur ses collaborateurs les plus proches. Maintenant, voilà la bonne trouvaille. Cette trouvaille est que tant que j'ai encore la possibilité de nommer parmi vous, tant que c'est vous, en votre sein, que je peux nommer, c'est que tout le monde reste dans l'attente, dans l'expectative d'être remercié. Et ces partis politiques vont inciter à plus de discipline parce que c'est le plus discipliné, ou du moins parmi les plus disciplinés, ceux-là qui assurent la cohésion de groupe, c'est parmi ceux-là qu'on va nommer. Donc, moi, je pense que ce n'est pas nécessairement la touche de la bonne gouvernance, de l'efficacité que nous sommes en train de voir là, mais plutôt, nous sommes en train de voir beaucoup plus le remerciement et puis la mainmise pour garder ces partis politiques acquis jusqu'à la démobilisation. William, mais j'ai bien envie de dire un mot sur l'opportunité et l'efficacité. Lisez l'article 3 du décret portant création du collège de ministres et conseillers. Tout ce qu'ils ont comme attribution, soit des cadres techniques ou soit des cadres des fonctions politiques, font ces choses déjà dans la République et depuis la nuit des temps. En fait, comprenons l'esprit. Il fut une époque ici où Boni Yahi devrait faire des gouvernements pour contenter les gens. La RB qui crie trop, il faut lui donner un deux ministres. Même Patrice Talon a été amené à ça à un moment donné, avec le PRD entré dans le gouvernement, le PRD une préfecture, Moël Béné une préfecture. Bref, ça c'est le jeu. Le PRD même le ministre de la décentralisation. Oui, j'ai dit un ministre au gouvernement. Oui. Vous voyez, Patrice Talon même y a été amené à un moment donné. Mais cela n'a pas changé la souche de la gouvernance Patrice Talon. Il a fait avec beaucoup de techniques, très peu de politique. Premier gouvernement, il y avait très peu de têtes de pont de la politique béninoise, Candidat Zanaï, Saka Lafia et quelques autres. Non, sinon, les autres étaient tout nouveaux, même si c'était sur une entente de coalition de second tour. C'était beaucoup plus des profils très techniques et on a vu la dynamique continuer. Les grands politiques qui faisaient le pont et qui étaient à cheval entre l'Assemblée nationale et les postes au gouvernement, ça n'a pas été le cas, au point où, dans les réformes électorales, au niveau des postes de suppléance de l'Assemblée nationale, on a essayé de mettre un certain verrou. Bref, ça montre que l'homme n'a pas voulu baptiser grand avec les politiques, notamment les partis politiques, dans la chose gouvernementale, ça je le précise. Et maintenant, on est en difficulté parce qu'on doit contenter, le navire doit accoster, on doit mouiller les eaux prochaines, 2026. Donc, au nom de ça, il faut essayer de calmer les ardeurs. C'est pour cela qu'on trouve cette alchimie de ministre conseiller. Maintenant, quand vous voyez la façon dont c'est fait, que la Cour trouve que ce n'est pas que cette façon de faire est conforme à notre Constitution ou non, dans les chapelles des partis politiques, ça grouille grave. Parce qu'en fait, même en leur sein, tellement l'appétit est grand que finalement on ne sait pas qui contenter sur ces postes de ministre conseiller. Si c'est pour faire de la propagande, faire du discours politique, conseiller le président de la République sur certaines questions, finalement il faut remercier. Oui, c'est l'objectif qu'ils ont. Mais à qui on remercie? C'est de permettre à ce que les ministres, qui sont essentiellement techniques comme vous l'aviez dit, disposent d'un discours politique pour convaincre sur le terrain parce qu'ils n'arrivent pas, enfin c'est ce qu'ils ont dit, ils n'arrivent pas en tant que techniciens à avoir le discours, les mots politiques qu'il faut pour convaincre la population de la pertinence de leur choix technique, alors même que le Bénin est en train d'avancer. Et je crois que ce travail, ça manque suffisamment à la gouvernance Talon, depuis la normocommunication et même jusqu'à l'ouverture à autre chose, je ne sais plus à quelle étape on en est de la communication du gouvernement, mais il est clair que sur le terrain, ça manque de discuter de façon pertinente avec justement la population, Franck. Oui. Vous avez parfaitement raison, parce que même jusqu'après 8 ans de gestion avec Patrice Talon, il y en a dans son équipe qui ont peur de prendre la parole. La tournée gouvernementale nous a révélé beaucoup de choses. Non, ils ont peur de prendre la parole, ils ne parlent pas, ils ne veulent pas venir parler. Et quand ils s'y essaient, ils font beaucoup d'erreurs. Et non, mieux, c'est que il paraît qu'au niveau des partis politiques, lorsque on sort trop, tu es invité sur telle ou telle émission, c'est toi qui parles un peu trop, on dit mais lui veut se faire voir, qu'est-ce qu'il veut finalement, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de petits problèmes et je pense qu'en le faisant, Patrice Talon veut rester un peu collé à sa logique, à sa façon de faire. William l'a dit parfaitement, c'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses entre la gestion des actions au niveau du gouvernement, tout ce qui concerne l'action gouvernementale, le PAG, ainsi de suite. Mais là-bas, lorsqu'on parle de conseiller, c'est que celui-là vous dit telle ou telle chose, faites-le. Peut-être qu'en posant une action
purement technique, qu'est-ce que ça peut nous rapporter au plan politique? Les ministres conseillers auront à se prononcer sur ça. Les bases, comment on doit pouvoir faire le maillage du territoire pour mieux occuper. Le virage de 2026 est très important, et pour tout parti politique qui a géré, tout régime qui a géré un pays pendant 10 ans et qui veut conserver, qui veut faire continuer un peu le système, il faut trouver les moyens. Je crois que c'est dans cette optique-là qu'on est en train de trouver. Mais il n'y a que Patrice Talon seul qui puisse leur dire « Voilà ce que j'attends de vous ». Même au-delà de ce qui est écrit noir sur blanc et que nous avons lu dans le décret, il leur donnera des consignes claires. Je veux de vous tel ou tel résultat. Et quand ils vont se retrouver autour de lui, c'est que le travail va se faire dans ce sens-là. Donc c'est lui qui définit la conduite à tenir. Et moi je dis, la fin justifiera les moyens. On verra bien dans l'application de ce schéma-là ce que ça va donner au bout de quelques mois après la nomination. Je ne suis pas sûr que cela soit l'objectif. Et j'espère vraiment ne pas me tromper, parce que on ne peut pas faire de la gestion de l'État, puisque quand on parle de nomination, cela s'accompagne des moyens de l'État, à des intérêts partisans. C'est-à-dire on nomme des gens, c'est-à-dire qu'on veut nommer des gens avec des ressources de l'État pour les amener à parler politique sur le terrain. Non, je pense que là, il y a un peu de décalage. Mais après, quand vous lisez le décret, c'est purement technique. On veut qu'il soit vraiment aux côtés du chef de l'État pour apporter des précisions, des détails sur sa gouvernance et puis tout ça. Donc, je ne veux pas croire qu'on veut nommer des gens pour aller sur le terrain, pour parler politique. Non, il faut parler sur le terrain. Ils conçoivent. C'est tout normal. Et politique et développement vont de pair. Si c'est pour porter le discours, mais ça sert à quoi d'être de la mouvance présidentielle en tant que parti politique et de ne pas jouer ce rôle? On n'a pas besoin que même le chef d'État le demande, parce que les partis politiques sont là. Des cadres comme ça, et on dit qu'ils sont partisans. Si c'est ça l'objectif, les partis politiques sont créés justement, les partis politiques qui ont accepté à accompagner la gouvernance sont justement là pour jouer ce rôle, pour aller occuper le terrain avec un discours plus approprié que les ministres n'ont peut-être pas. On ne peut pas les en vouloir. Un ministre qui est carré dans son département ministériel, qui veut apporter des réponses à la vision d'un chef d'État, on ne peut pas en vouloir si sur le terrain il a un discours qui n'est pas du tout agréable au plan politique. On peut en vouloir pour ça. Donc, il ne faut pas détacher les mots. Dites toujours ministre conseiller. Ministre conseiller. Donc je pense toujours que la confusion elle est là, et vraiment je m'attendais à ce que la Cour puisse quand même, dans une certaine mesure, demander que le décret soit recadré. On peut enlever au moins la précision de partis politiques. On peut enlever cette précision. Alors que c'est l'objectif premier. Pour permettre à tout citoyen de se sentir concerné, si tant est que j'estime que citoyen que je suis, j'ai des idées. Je peux arriver à me faire. Je peux arriver à attirer l'attention du chef de l'État par mon intelligence, par la clarté de mes idées, et estimer que il peut faire de moi son ministre conseiller. Maintenant, si on m'oblige d'être membre d'une formation politique, vous avez des gens, des intellectuels, mais ils refusent de s'approcher de la chose politique parce qu'ils estiment que ce n'est pas compatible à leur nature de scientifiques, de chercheurs. Vous avez des gens comme ça qui sont dans la République. C'est tout ce qui montre qu'on ne cherche pas forcément en premier l'esprit, l'expertise et l'esprit, l'intelligence vive de ces personnes, mais plutôt leur casquette politique. Parce que si tant est que la réforme du système partisan était une si grosse réussite, dans l'antre des partis politiques, il y aurait ces cercles de réflexion un peu comme ça se voit ailleurs. Parce que, vous voyez, je vois dans ce scénario, vous voyez, ces deux grands partis de la mouvance présidentielle ont pour modèle depuis quelques années le PCC, le Parti communiste chinois. C'est là-bas que quand on n'est pas membre du PCC, on n'est pas nommé à certaines fonctions. Ce sont des bribes des choses comme ça. Et c'est justement des choses qu'il faut éviter. Parce que demain, un autre président de la République viendra prendre un décret pour dire que ce n'est pas de sa famille. On ne peut pas être journaliste à Canal 3. En fait, je suis dans l'extrême pour dire que le juge constitutionnel, là où il a manqué de répondre à certaines de nos aspirations, pauvres béninois que nous sommes, c'est comme on le dit en langue parfois, il faut couper la queue au loup le plus tôt possible. Au louveteau. Vous dites? Au louveteau. Au louveteau, voilà, depuis qu'il est déjà, voilà, c'est un homme de lettres, depuis qu'il est déjà encore un petit animal en fait. Sinon, quand il va devenir un véritable loup, ce serait difficile à gérer. Et c'est tout l'esprit de cette réforme. On ne refuse pas à un gouvernement de tenter des partis politiques. Mais
on compte des partis politiques dans les règles de la République, avec minutie. Presque tous les ministres dits techniques qui sont venus sont membres d'une ou de l'autre des formations politiques. Même des amis que nous avons, qui ont été nommés conseillers techniques ou je ne sais quoi, 3-4 mois après, vous les voyez en meeting avec leur responsable de parti, et après, ils abordent les couleurs des partis. On ne leur a jamais fait de procès pour ça. Cette dynamique, je trouve qu'elle est légèrement déguisée, mais elle est meilleure que de prendre un stylo, d'écrire dans une république qu'il faut être membre et partisan d'une formation politique pour avoir certains privilèges de la République, alors que ces fonctions sont données à des gens avec d'autres privilèges, d'autres avantages de l'État public. En réalité, on va finir le riche. Vous savez, dans les partis politiques, il y a déjà assez de compétences. Il y a des compétences, il y a des scientifiques. Et vous, quand vous prenez un parti politique, il y a beaucoup qui ont des compétences bien avérées. Attendez. Il y a des compétences dans divers domaines, dans divers secteurs d'activité. Si éventuellement le chef de l'État estime que là où il est actuellement, il a besoin de certaines compétences, je pense qu'il peut à tout moment les nommer sans nécessairement passer par ce créneau. Et il a aussi la possibilité d'avoir des conseillers techniques. Et ces conseillers techniques sont à la présidence et travaillent avec lui. Donc ça veut dire qu'il a plusieurs canaux pour pouvoir les nommer. Mais maintenant, quand on vient instituer un ministre, un poste de ministre conseiller, pour pouvoir nommer dans ces partis politiques, il y a deux choses qu'il faut lire entre les lignes. La première chose, c'est qu'on veut se dire, là, vous qui êtes là, tant que vous serez sage, on va vous nommer. Deuxième chose, vous qui voulez être nommé, allez dans les partis politiques, de la mouvance, s'il vous plaît. C'est la simple lecture à faire. Et c'est tout. Mais au plan politique, il y a peut-être un raccourci. Quand vous échangez avec des gens, mais nous sommes fatigués de ces mêmes personnes qui sont ministres depuis 2007. Nous aussi, nous avons envie d'être nommés. Si c'est ça. Oui, ils ont envie d'être ministres conseillers. Oui, mais ça, vous entendez ça. Ça murmure aussi. Mais les gens sont frustrés du fait que du fait les élections, les mêmes personnes ne sont pas. Nous ne changeons pas. Ils sont des gens qui disent pas l'équipe qui gagne. Des gens ne changent pas l'équipe qui gagne. Nous avons bataillé et travaillé pour l'avènement de Patrice Talon. Mais nous sommes là, on n'est ni directeur, on n'est rien du tout. Et donc vous en avez qui sont de la mouvance, mais qui attendent que d'autres descendent, puisque d'autres... Même pour être ministre conseiller, la bataille qu'ils ont à faire est très grande. Bon, là, il doit pouvoir négocier avec le parti. Tanguy, même si on fait les postes ministériels à la taille du Parlement congolais, par exemple, on ne peut pas contenter tout le monde. Là-bas, je crois qu'il doit y avoir 400 ou 500 députés par là. On crée des postes ministériels à la hauteur de 500 personnes. On ne sera jamais contenté. Parce que le nombre de contents sera moindre. C'est pas évident. Oui. C'est pas évident. Plus vous accueillez, plus des gens voudront aller. C'est gros. Il faut ça me fait penser un monsieur qu'on voudrait solliciter pour l'émission. Et il dit non, allez-y voir ceux qui sont nommés. Nous sommes là, on ne nous occupe pas. Donc, ils vont parler. À la frustration. Voilà, la frustration. Voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a déjà créé beaucoup de milliards qu'on offre aux partis politiques, dont le rôle est justement soit de dire le contraire de ce que le gouvernement dit, ou bien de soutenir. Donc, ils ont déjà beaucoup de milliards pour faire ça, ils ne font pas ça. Maintenant, on veut piocher parmi eux d'autres personnes qu'on va payer encore au nom de la République. La confiance. Au frais de la République. Et on va le payer encore pour le travail que leur parti politique devrait en principe faire. Et qu'il n'a jamais fait originellement. Moi, je pense sérieusement qu'on a un souci véritablement avec mais la Cour dit que c'est bon. Donc, bon, c'est vrai. La Cour a dit c'est bon, donc on se tait. Il est 8h47. J'avais prévu qu'on parle de ces deux émissaires spéciaux pour nous aider à mieux nous entendre avec nos frères du Nord, du Bénin, notamment du Niger, je veux dire. Nicéphore de donner Soglou et Patrice. Il y a eu deux émissaires très spéciaux. Oui, deux émissaires très spéciaux. Boriaï et Nicéphore Soglou envoyés. En tout cas, ils doivent partir aujourd'hui discuter avec les militaires à Niamey. Oui, Eric. Je suis pressé de voir les photos. C'est sûr que le président Nicéphore dans son agbada, pareil pour Yayi Boni dans son bazin. Ça va mieux coller à la culture. Oui, voilà. On vient là-dessus demain. Je propose, ce serait même le temps de voir un peu quels sont les premiers échos qu'on aura de là-bas, quels pourraient être justement nos espoirs, en tout cas par rapport à l'issue que ça pourrait avoir sur les rapports entre le Bénin et le Niger.
Les gars, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas suivi l'actualité il y a 7 jours, ou depuis 7 jours, c'est l'occasion de vous rattraper. Idriss Boukari, vous y êtes avec sa réalisation de tous les lundis matin. C'est une compilation d'images et de propos sur 6 minutes environ. Juste après, vous aurez justement le générique de fin de cette émission. C'est pourquoi moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et surtout, de vous appeler à être fidèle à Canal 3 Bénin. À demain.